Bonjour à toutes et à tous, c'est Olivier Seban, l'expert immobilier. Aujourd'hui, je vous propose une nouvelle vidéo, mais qui est un peu différente des précédentes, puisqu'aujourd'hui, ce n'est pas une histoire immobilière. Aujourd'hui, je vous propose d'aller à la rencontre d'un artisan qui s'appelle Franck et qui va vous expliquer ce que vous devez faire, les précautions que vous devez prendre lorsque vous voulez rénover un appartement. Alors, la stratégie, c'est quand vous achetez un appartement qui est en mauvais état, que vous voulez le rénover pour générer de la plus-value. Donc bien sûr, vous êtes obligé de faire appel à des artisans, à moins que vous soyez capable de le faire, ce qui n'est absolument pas mon cas. Enfin bref, vous pourriez faire appel à des gens comme Franck ou d'autres corps de métier pour, encore une fois, rénover cet appartement. Le problème qu'on a avec les artisans, c'est que, bon, premièrement, on ne les connaît pas parce qu'on n'a pas l'habitude de travailler avec eux, et deuxièmement, ils ont une mauvaise réputation. Alors, encore une fois, Franck va vous donner quelques conseils. Je vous recommande de les suivre. Ça vous permettra d'éclairer le chemin si vous avez un appartement à rénover. Et bien sûr, ça vous évitera pas mal d'erreurs. Allez, on se retrouve dans quelques instants avec Franck. À tout de suite. Donc Franck, bonjour. Bonjour. Tu peux te présenter en 2 mots? Franck, artisan peintre. Voilà, j'ai suivi ton stage, ton séminaire, parce que ça m'intéressait beaucoup d'investisseurs d'immobilier. Et aujourd'hui, on est là pour donner quelques conseils à tous les gens qui veulent faire des travaux. Voilà. Alors, bon, nous sommes dans la région de Marseille. Franck est marseillais. Ce qu'on va vous raconter, ça marche à Marseille, à Lille, à Strasbourg, à Nantes, où vous voulez. Alors, maintenant, si vous êtes dans la région marseillaise, je vous incite fortement à faire appel à Franck. Je vous mettrai ses coordonnées un peu plus bas. Vous les retrouverez aussi à la fin de la vidéo. Donc, première chose, Franck, c'est qu'est-ce qu'il faut faire quand on a des besoins en travaux? Quand, mettons, on achète un appartement, on veut le rénover, ou on doit le rénover parce qu'on a acheté quelque chose en mauvais état, on veut le revaloriser, il faut qu'on trouve un artisan. Qu'est-ce qu'on fait quand on ne connaît pas d'artisan? Première chose, comment tu les cherches? Comment tu les cherches? En fait, il y a 2 pistes. Soit on passe par le bouche à oreille, donc on demande à des gens qui ont déjà fait les travaux de nous conseiller des artisans, parce que ça permet déjà de voir ce qu'ils ont fait, leur réalisation, et d'avoir déjà une première approche, savoir comment travaille l'artisan. Ou une première validation, parce que si quelqu'un te recommande quelqu'un, en principe, il a été content. Ouais. Ou alors passer par des demandes des sites, des demandes de devis, type 1, 2, 3 devis ou devis de travaux. Enfin, il y en a. C'est-à-dire, alors comment ça fonctionne ce type de site ou de prestation? Ce type de site, en fait, c'est gratuit, c'est absolument gratuit pour la personne qui va demander des devis. Et en fait, la personne reçoit 5 devis en fonction du corps de métier qu'elle veut. Ça peut être la climatisation, ça peut être la peinture, l'électricité, la plomberie. D'accord, en fonction du besoin. En fonction du besoin. Ok. En revanche, le seul problème de ce genre de site, c'est qu'il faut faire une demande de devis par corps de métier. Ok. Voilà. Mais bon, après, une fois que le besoin est déterminé... D'accord, donc si tu as tout à faire, tu as de l'électricité, il faut faire une demande pour un électricien. Tout à fait. Carrelage, il faut faire une demande pour un carreleur. Tout à fait. Peintre, donc une demande pour la peinture, etc. etc. Tout à fait. Ouais. Mais alors, moi, l'autre question qui me vient quand tu me dis ça, c'est-à-dire que si tu as besoin de retaper complètement un appartement, tu as tous ces besoins, la plomberie, la peinture, le carrelage, tout ce que tu veux, il vaut mieux faire appel à 5 artisans différents ou à une entreprise multitravaux? En fait, ça dépend comment vous comptez négocier au départ. Voilà. Comment vous entrevoyez, quel est votre budget de départ et ce que vous comptez faire à un moment donné ou à un autre. C'est-à-dire, je m'explique. Il est plus facile de négocier avec une seule entreprise si vous faites tous les travaux. En revanche, c'est là où, personnellement, c'est moi, j'ai tendance à croire, et je parle pour ma partie peut-être, qu'il vaut mieux des spécialistes, chacun dans son domaine, plutôt qu'une personne polyvalente. D'accord. Non, une personne polyvalente, je pense que c'est une mauvaise idée. Une mauvaise idée. C'est quelqu'un qui vous dit « je sais tout faire ». Automatiquement, il y a quelque chose qui sait moins faire qu'une autre, ou il est moins bon. Je veux dire, ça, on est tous pareils. Donc, non, quand je dis entreprise multitravaux, c'est lui fait appel à différents corps de métier, à 4-5 personnes. Tout à fait. D'accord.
Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si tu as un besoin très précis, tu veux faire que de la peinture, on fait appel à toi, C'est ça. à Marseille. C'est ça. Enfin, on fait appel qu'à un peintre. Et si tu as donc différents besoins, il est préférable de faire appel à une entreprise qui va recruter tous les corps de métier. C'est ça? Oui, tout à fait. Ou alors peut-être faire appel à un conducteur de travaux, par exemple, ou un courtier en travaux peut-être. Oui, courtier en travaux. Mm. Pourquoi le courtier en travaux, qu'est-ce qu'il fait lui? Le courtier en travaux, lui, il va il va faire appel à différents corps de métier. D'accord. Ah oui, Donc, ok. Donc, lui, en fait, ce qu'il va essayer de faire, c'est de vendre sa prestation derrière, oui. en fonction du budget donné, à différents corps de métier. Il va sous-traiter. C'est de la sous-traitance. Il est chef de toute façon. chantier alors. dans C'est ce cas-là. exactement ça. D'accord. Ok. Bon, ok. Ça permet d'avoir un seul interlocuteur plutôt que d'en avoir 15. Ouais, ça c'est toujours le plus intéressant et le plus agréable. C'est Donc, ok, tu as tes corps de métier. Pardon, tu as sélectionné. Non, tu n'as pas sélectionné, pardon. On t'a envoyé 5 devis pour, donc de 5 entreprises différentes. Comment tu fais pour sélectionner? Fonction du prix, comme d'habitude. Hein. On revient toujours. Ouais, mais c'est vrai, bon, le prix, je sais que moi j'ai vu, on a des devis qui vont du simple au triple, mais C'est vrai. lequel tu prends? Le moins cher? Non, Ok. pas le plus cher non plus, le milieu de gamme. Ouais. Voilà, en général. Parce que il y en a un qui va essayer de tirer les prix vers le haut, forcément, on essaie de prendre un peu plus. L'autre, celui qui est le plus bas, foncièrement, il va essayer de gratter sur tous les plans. Et donc, du coup, à un moment donné ou un autre, il va bâcler son travail parce que il va estimer, en fonction de l'avancée des travaux, qu'il est mal payé, que ça ne vaut pas sa prestation, enfin, pour diverses raisons. Je pense que la personne qui se situe en plein milieu de ces 5 devis, en règle générale, ça correspond à la réalité du marché. Ouais. Mais c'est vrai que très souvent, les prix bradés, les prix cassés, le gars il dit je vais le faire en 4-5 jours, ça lui prend souvent le double, et puis il prend plusieurs chantiers en parallèle, et en fin de compte, il vient pas souvent chez vous ou chez l'autre, et en réalité, il vient très souvent chez celui qui gueule le plus. C'est ça. C'est ça. Et c'est un peu débile parce que plus on gueule, moins on est content. L'autre, l'artisan, il est pas content parce qu'on l'allume. Et puis il a envie de bâcler le truc, se débarrasser. Et puis c'est mal fait au final. C'est ça. Donc, c'est exactement ça. Donc éviter les prix cassés, c'est vraiment une très 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 mauvaise idée sur le long terme, quoi. Ouais. Ok, donc tu prends, mettons tes 5 devis, alors tu prends automatiquement celui qui est au milieu ou tu prends, mettons, bon, t'en sélectionnes 2, mais ton approche finale, c'est quoi? Qu'est-ce qui va te dire? Qu'est-ce que tu conseillerais aux gens? Prenez celui-là plutôt que celui-là, en fonction de quels critères? Premier critère, ce serait de l'entente avec la personne. Si la personne ne vous revient pas, la prenez pas, ça sert à rien. Ça, c'est le premier point. Il faut quand même qu'il y ait un feeling qui passe avec l'artisan. L'artisan va travailler dans votre appartement, dans votre bien, autant que les choses se passent bien. La communication, c'est quand même super important. Deuxième critère de sélection, en fonction de la précision du devis. Demandez le devis le plus détaillé possible. Ne laissez rien à l'oral. Si quelque chose doit être rajouté, s'il y a un ajout, quel qu'il soit, faites refaire le devis. Que ce soit marqué sur le devis, parce que ce sera la seule preuve sur laquelle vous pourrez vous baser en fin de chantier. Voilà, à la réception du chantier, ce sera la seule chose sur laquelle vous pourrez vous baser et vous pourrez baser sur rien d'autre. Ce ne sera pas possible. Donc, faut que ce soit écrit. Faut que ce soit écrit. Ouais. Tout soit écrit, noir sur blanc. Privilégiez les devis détaillés. Voilà. Les devis très généralistes, il faut absolument éviter ce genre de choses aussi. Quoi. Et puis ça donne une idée du sérieux de l'entreprise. Tout à fait. C'est quelqu'un qui vous détaille complètement, ou si vous donne un bout de papier et dit ça coûte 2000, c'est ça. Automatiquement. Ça ne veut pas dire qu'il est mauvais, mais le gars que vous avez en face de vous, vous ne le connaissez pas. Donc si vous avez besoin de vous rassurer, moi c'est vrai que dans mon cas, tous les appartements que je retape, je travaille toujours avec les mêmes personnes. Ou même avant, même il y a 15 ans, quand j'habitais à Paris, je travaillais toujours avec la même société parce que je la connaissais, avec 2 sociétés d'ailleurs. Parce que je les connaissais, je savais comment gérer les gars, comment dire bon allez là tu déconnes. Et puis si vous êtes plus fidèle, vous leur donnez du business régulièrement. Bon, je sais que c'est pas obligatoirement votre cas parce que moi je faisais quand même pas mal d'opérations. Donc automatiquement vous êtes un bon client et en théorie ils s'occupent bien de vous. Ok, donc il faut que tout soit dans le devis. Mais alors quoi par exemple?
Parce qu'il y a, par exemple, le délai, qu'est-ce qu'il faut qu'il soit indiqué? Ah oui, ça c'est très important. Ouais, Le délai doit être il doit y avoir une date pour commencer les travaux, donc ouais, une date de début des travaux, et ouais. date de fin, obligatoire. Que la personne s'engage à telle date à ce que vous réceptionnez le chantier. De toute façon, vous n'avez pas le choix, vous êtes obligé de... enfin, si vous voulez faire un peu de rentabilité à un moment donné, Ouais. vous êtes obligé de pouvoir avoir des délais sur lesquels vous pouvez compter. Et la personne aussi, de toute façon, si elle s'engage à faire, je sais pas, 3 semaines de chantier, il faut qu'au bout de 3 semaines, vous récupériez votre chantier, quoi. Insistez sur ce plan-là, dites que vous avez déménagé, dites qu'à partir du moment où vous avez une date sur laquelle il termine, vous vous engagez à déménager le jour d'après. Voilà, clairement. Même si c'est pas vrai, hein, mais bon. Ouais, c'est ce que j'allais dire, même si c'est pas vrai. Au moins, vous lui dites, le gars, il a la pression. Alors, le problème de la pression, c'est que ils peuvent bâcler éventuellement les choses juste pour vous faire plaisir. C'est un peu bête comme histoire, mais c'est vrai. Mais bon, faut dire, oui, vous êtes sûr que je peux déménager? Dites-moi en cours de route si je dois décaler mon déménagement, parce que sinon, on va être embêtés tous les deux. Oui, il y a une manière de gérer la pression, parce que sinon, vous allez être planté et lui, il va vous planter. Peut-être même, comme je viens de vous le dire, juste pour vous faire plaisir. C'est ce qui est un peu idiot au final. Mais un bon artisan a déjà de toute façon une bonne idée des problèmes qu'il peut avoir en cours de route. Et en règle générale, quand il vous donne un délai, un artisan, il comprend déjà ses problèmes de cours de route. Ouais. Donc, moi, je sais à peu près ce que va me prendre un chantier. Et en règle générale, je sais que je vais toujours inclure 2-3 jours, grosso modo, en fonction de l'avancement d'eux ou des retards que je vais prendre qui vont me permettre justement de pouvoir être dans les temps, quoi. Je le comprends d'entrée. Donc, Ouais. Ok. Qu'est-ce qu'il faut s'assurer aussi? L'assurance. Ah oui, très important, point très important. Vérifiez toujours que vos artisans aient des assurances. Garantie décennale pour tout ce qui est gros œuvres. Qui vous la fournissent, qui vous la montrent, c'est vraiment quelque chose qui est très important. On va préciser qu'est-ce que c'est le gros œuvre. Parce qu'on se dit, c'est une expression qui revient régulièrement, mais est-ce que tu peux préciser ce que c'est le gros œuvre? Tout ce qui touche aux fondations, tout ce qui touche au toit, tout ce qui touche aux murs extérieurs, Mur porteur. Tout cela c'est du gros œuvre. Ok. Plomberie, c'est pas du gros œuvre. Non. Parquet, c'est pas du gros œuvre. Non. D'accord. Monter un mur, c'est pas du gros œuvre. Le monter. Le monter. Le monter, pas le démonter. Pas le démonter. Ouais. Parce qu'après, ça, pour le démonter, il faut savoir si le mur porte ou pas. Donc Ouais. ça demande une certaine étude. Faire un trou dans un mur, plus ou moins une ouverture dans un mur, ce n'est pas du gros œuvre non plus. Ok. L'électricité non plus, c'est pas du gros œuvre. Après, tout ça, c'est du second œuvre. D'accord. Ça s'appelle du second œuvre. Donc pour revenir à l'assurance. Pour revenir à l'assurance, il faut absolument que la personne vous fournisse une assurance. Montrez qu'elle soit assurée. Si jamais vous avez un problème avec les voisins, imaginons qu'ils touchent un mur porteur, que pour X et diverses raisons, les murs commencent à fissurer chez votre voisin du dessus, peut-être pas bien apprécié. Et si vous n'êtes pas assuré, que lui n'est pas assuré, normalement l'assurance de la maison, Donc ça sera pour votre pomme. ce sera pour votre pomme. Ouais. Et ça peut revenir très très cher. Donc, Et ça revient très cher. ça revient très cher. Et ne serait-ce que si jamais vous avez un défaut par les constructions, n'importe quoi, il faut que l'assurance de la personne qui va faire les travaux puisse prendre en charge. Ok. Donc là, mais non, j'allais dire, est-ce que c'est mieux d'avoir une entreprise d'une certaine taille ou pas? Non, les artisans, ils sont censés aussi avoir leur assurance. Tout à fait, oui, bien sûr. Ok. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Le service après-vente. Service après-vente. Dans vos devis, pensez à noter en cas de pépin ce qui se passe. Qui va prendre à charge, qui va faire quoi. Moi, je sais que par exemple dans la peinture, s'il y a certaines fissures qui apparaissent ou si je m'engage à ce qu'une peinture soit lessivable ou si j'ai fait un effet de matière et qu'il y a quelque chose qui apparaît dans n'importe quoi, ou si par exemple j'ai fait un béton ciré au sol, si jamais il y a des fissures qui apparaissent, je m'engage à soit refaire, soit... mais tout ça à ma charge. Il faut, voilà, j'assure le service après-vente, on va dire. Sous certaines conditions, bien évidemment, qui sont précisées au préalable.
il faut absolument que ce soit précisé dans le devis que vous allez faire. Ouais. Faut que tout soit écrit. Tout soit écrit. Faut que tout soit Noir écrit. sur blanc. Et ça, c'est Obligatoire. inévitable et obligatoire. Sinon, après, on pourra dire non, on ne me l'avait pas dit. Même si le gars est de bonne foi, il peut toujours vous dire je m'en rappelle pas, et ça posera des problèmes. Ok. Au niveau du paiement, comment ça se passe? Allez, vas-y, je sais, je donnerai mon avis aussi. J'ai prêché pour ma paroisse parce que personnellement, il m'est arrivé d'avoir des mésaventures, je pense comme tous les artisans. Donc pour éviter ce genre de mésaventures, j'ai appliqué une certaine méthodologie. Et pour moi, la méthodologie, je pense que elle est pareil pour beaucoup d'artisans, c'est 30 à 40% à la commande. On va dire 30% milieu de chantier et le solde à la fin. Allez, en 3 tiers. En 3 tiers, Ok. c'est ça. Début, milieu et fin. Livraison. Ok. Alors, c'est vrai que... Alors, combien de temps avant tu le donnes la compte? À quel moment tu le donnes? Le plus tard possible. Oui, non, mais dans ton cas, moi je dis c'est le plus tard possible, mais pas dans ton cas, à quel moment tu le demandes? Je le demande un peu avant. Voilà, je demande pas, je vais pas le demander à confirmation du chantier, ça sert à rien de toute façon. Je vais utiliser mon acompte pour autre chose, sinon. Ouais. Donc, je vais utiliser en front de roulement, c'est pas forcément ce qu'il faut faire. Donc, le plus tard, moi je préfère le demander, je l'aurai une semaine avant, le temps que j'aille faire les courses pour les fournitures. Donc, moi, comment je procède, c'est bon. C'est vrai que quand je connais pas les gens, maintenant je les connais. Alors, on a plus ce problème d'acompte. Mais moi, premièrement, je donne rarement avant. J'ai dit oui, on commence quand? On commence lundi. Ben, tu viens lundi et je te donnerai de l'argent. Et généralement, je ne lui donne pas 30%. Parce que je veux qu'il soit là. Alors, c'est vrai qu'il y a aussi le problème du matériel. Des matériaux, c'est-à-dire que si dans les 30% il y a les matériaux, bon là c'est une autre histoire, mais il y en a à qui c'est arrivé, ça ne m'est pas arrivé, j'ai eu d'autres mésaventures, mais ça ne m'est pas arrivé. Vous donnez la compte, l'artisan il l'utilise pour autre chose que acheter vos matériaux. Et le problème c'est que comme il n'a pas vos matériaux, il ne peut pas commencer. Donc c'est problématique. Moi ce que je fais généralement, c'est que je lui donne son acompte, de l'ordre de 10%, et le matériel, je le paye de mon côté. Ou je vais avec lui si ça me permet d'avoir des remises supplémentaires. Mais c'est moi qui le paye. Comme ça, vous êtes certain que le matériel est là, vous êtes certain que vous avez commencé à engager la relation avec l'artisan, et puis que les choses avancent. Si je peux aussi vous donner quelques conseils, c'est d'être intraitable sur les délais, mais c'est surtout sur le délai de démarrage et à quelle date il va démarrer, et surtout sur la gestion du temps pendant toute l'exécution des travaux. Parce que le problème de beaucoup d'artisans, comme je crois que je l'ai évoqué tout à l'heure, ceux qui essayent de prendre le chantier avec un prix cassé, c'est qu'ils en prennent plusieurs en parallèle. Et ça, c'est infernal. C'est infernal. Je veux dire, il vous dit je viens demain. Non, je ne vais pas dire ça comme ça. Il vous dit je viens lundi, mais vous n'ont pas dit quelle semaine. Quel mois. Ou quel mois. Donc, tu vois, j'étais plus sympa que toi. Mais, et ça, c'est infernal. C'est infernal. Donc, des travaux, c'est de la gestion. C'est de la gestion de personnel, ni plus ni moins. Quand est-ce que tu viens? À quel jour? À quelle heure? Lundi, 9h, ok. Moi, lundi, 9h, je prends le téléphone, je décroche. Tu es où? Vous êtes obligé et vous avez intérêt à montrer que vous êtes là. Pas obligatoirement pour les engueuler, mais pour montrer que vous êtes là. Si vous montrez que vous êtes là, que vous n'êtes pas laxiste, on s'occupera mieux de vous. C'est bête, mais c'est comme ça. Et je l'ai dit encore tout à l'heure, des fois, c'est s'il y a plusieurs chantiers en parallèle, c'est le propriétaire, le mandataire, le donneur d'ordre qui hurle le plus fort, qui a satisfaction en premier. C'est bête, mais c'est comme ça. Alors, pour éviter d'hurler et de dégrader les relations, il suffit de montrer que vous êtes là. Et moi, j'impose, je dis, tu ne prends pas 2 chantiers en même temps. C'est systématique. Sauf, bien sûr,
sur un exemple que je vais vous donner, j'ai fait couler une fois une chape au sol pour mettre du chauffage au sol. Bah là, le temps que ça sèche, il fallait une semaine. Donc pendant une semaine, les gars, ils n'allaient pas se tourner les pouces. Donc dans ce cas-là, ils allaient bosser ailleurs. Ou ce que je faisais aussi, c'est ce qui m'est arrivé, on n'en a pas parlé, j'utilise des architectes pour des trucs très précis, Oui. notamment pour la chape. J'utilise des architectes parce que ça peut être des trucs un peu compliqués. Et si c'est un peu sophistiqué, je vais être blindé à ce niveau-là, même si je paye un peu plus. Une fois, j'ai fait ouvrir un mur sur la façade pour mettre une fenêtre. Là, j'ai pris l'architecte, j'ai pas laissé les gars le faire. Enfin, voilà. Donc, au niveau du paiement, toi, tu dis, bon, tu essayes d'avoir un tiers. Bon, c'est clair que Franck, lui, défend son beefsteak. Bon, lui, il est sérieux. Encore une fois, il y en a qui sont sérieux. Hein. Ne croyez pas que ce soit tous des margoulins, ou de trouver le terme, je ne sais pas comment on dit à Marseille. Mais les bons comptes font les bons amis, et plus vous surveillez les choses, mieux ça se passe. Moi, j'avoue que personnellement, personne ne me crie dessus. Hein. Ouais. Il y a bien des rapports sereins avec les gens. Donc, ouais, c'est plus cool pour bosser. Hein. C'est clair. C'est clair. Donc, ok, est-ce qu'il y a d'autres choses à savoir au niveau des paiements? Au niveau des paiements, paiement, ne payez pas avant d'avoir vérifié tout. Mais tout. Le solde, là, tu veux dire? Je parle du solde. Ne donnez pas le solde tant que vous n'avez pas tout vérifié. C'est pas parce que la personne vous a dit que c'est fini qu'il faut payer. Voilà. Laissez passer un petit peu de temps, quelques jours, quoi. Allez vérifier, prenez le temps de voir. Et si vous avez des objections, qu'il y a des choses qui ne vont pas, avant de finir de payer, faites-lui tout refaire. Voilà, les choses, il faut qu'elles soient claires. Tant que vous n'êtes pas satisfait, tant que ça ne rentre pas dans le cadre du devis, tant que vous êtes hors cadre du devis, continuez, ne payez pas. Quoi. Voilà. D'où l'intérêt d'avoir un devis détaillé. C'est ça. Après, vous cochez les lignes une par une. Ça c'est fait, ça c'est fait, ça c'est fait. Vérifiez les robinets. Je vous parle de robinet parce que la dernière rénovation d'appartement que j'ai faite avec le gars, à minuit, les pompiers qui m'appellent. Il y avait une fuite et le plombier, il avait mal serré le robinet ou je sais pas quoi. Et enfin bref, ça coulait chez le mec en dessous. Sympa. Minuit, les pompiers, bon, voilà. Ok, bon. Il y a eu le problème, donc c'est pour ça que je pense au robinet. Non, mais ça peut être des joints qui sont mal faits, ça peut être... vérifier. N'hésitez pas à vérifier. Il n'y a pas de mal à vérifier. C'est le travail qui a été fait de toute façon, quoi. Ouais. Même si vous vous sentez gêné de faire devant l'artisan, vous le faites plus tard. Vous le faites quand il n'est pas là, et puis c'est terminé. Hein. Comme ça, vous notez tout, un par un. Notez. Moi, faites une liste. Vous faites une liste, ça. Et après, n'allez pas l'appeler au téléphone, ne lui dites pas il y a ça. Vous le faites quand il est là devant vous. Exactement. Parce qu'au téléphone, il va vous dire mais non, vous allez voir, ça va sécher, machin. Donc, je dis n'importe quoi. C'est le premier exemple qui vient à l'esprit. Vous le faites venir, vous passez tout en revue, vous avez votre liste et vous regardez ça ensemble et vous le faites constater. C'est vraiment le meilleur moyen de procéder. On va reparler argent encore, mais on négocie toujours un peu. Forcément. Quel est le meilleur moyen de négocier et qu'est-ce qu'il y a à négocier? Parce qu'il n'y a pas que le prix à négocier. C'est vrai, il n'y a pas que le prix à négocier. Déjà sur l'argent, sur le côté argent. Déjà, ne serait-ce que par rapport à la façon dont vous allez trouver l'artisan qui va faire vos travaux. Si c'est par rapport au site, donc je disais un 2-3 devis ou d'autres sites le site internet de vente de contact, faites jouer la concurrence. Vous avez des devis détaillés d'autres personnes, n'hésitez pas. Quoi. Vous avez le prix le plus bas, essayez d'obtenir, tant qu'à faire. Vous savez déjà sur quelle marge vous pouvez négocier, plus ou moins. Sur d'autres points, vous pouvez essayer de négocier le prix des matériaux, parce que souvent les artisans essaient de prendre une marge dessus. Quoique, ça dépend après lesquels. Hein. Moi, personnellement, la marge ne se prend pas sur les matériaux, bien au contraire, parce que je tendance à niveler par le haut, mais plus sur la main-d'œuvre. Bon, après, la main-d'œuvre, c'est difficilement. Il faut payer les gars. C'est difficilement négociable aussi. Hein. Il y a certaines maîtrises, certains savoir-faire. Donc après... Ce qu'on peut faire au niveau de la négo sur les matériaux, bon, ça dépend du gars qui est en face de vous. Vous
pouvez faire deux choses. Soit profiter de sa remise, si vous le connaissez bien. Vous lui dites, moi, je te paye que ta main-d'œuvre. Si vous ne le connaissez pas, il dit, bah non, ça ne m'arrange pas. Bon, quelle que soit la raison qu'il vous donne, ce que vous pouvez faire, c'est moitié-moitié. C'est-à-dire que, par exemple, si il a 20% de remise, bah, vous dites, OK, vous gardez 10 et puis vous me donnez 10. C'est une manière de négocier. Tout le monde est content, c'est équitable. Il y a aussi les cadeaux, tu peux. Les cadeaux, par exemple, moi je pense souvent au nettoyage. Bien sûr, ça c'est important. Donc ça c'est important, mais vous allez voir que très souvent on va vous le facturer. Ça peut être une ligne du devis en tout cas. Oui. Ça peut être une ligne du devis. Ça, vous pouvez le négocier. Bien sûr, le nettoyage de fin de chantier qui est toujours, bon, je pense surtout au peintre, parce que c'est lui qui essuie les plâtres, on va dire. Ouais. Tout le temps d'ailleurs. Parce que c'est lui qui récupère tout. Donc autant ce qui a été bien fait que mal fait. Et en règle générale, c'est lui qui rend le chantier le plus propre possible à la fin. Donc, enfin, qui va rendre le chantier propre. Donc, ça peut être prévu au départ. Déjà, le fait que tout soit bâché partout. N'hésitez pas, surtout au niveau de la peinture, n'hésitez pas, il faut que tout soit bâché. L'appartement, il faut qu'il soit recouvert d'une seconde peau. Voilà, quoi qu'il arrive, quoi qu'il advienne. Moi, en tout cas, c'est comme ça que je procède. Tout est bâché. Voilà. Y a pas... Non, mais c'est plus simple. Sinon, c'est du boulot pour gratter après. Alors... C'est un boulot énorme et ça prend des journées entières pour récupérer ce qui n'a pas été bâché. Donc, surtout sur du parquet ou de la moquette, s'il y en a encore. Le parquet est mort, la moquette est morte aussi. Donc, bon. Personnellement, le bâchage, le nettoyage, surtout, il faut que l'appartement, quand il vous soit rendu, il soit nickel. Ça fait partie des prestations de services qui sont faites par tous les corps de métier qui sont là, quoi. Je suis désolé, mais bon, un plombier qui va laisser sa mare d'eau derrière, désolé, excusez-moi, c'est pas top, quoi. Ouais. C'est pas à vous d'essuyer. Alors bien que vous ayez eu des inondations aussi, ça là. Si vous avez des inondations, je peux comprendre qu'il laisse dans l'état, mais si c'est lui qui met, si c'est lui qui salit parce qu'il a bossé, hein, attention, il salit pas juste pour vous embêter. Bon, ça fait partie du boulot. Ouais. Il faut absolument qu'il récupère derrière et qu'il nettoie, ce qui me paraît normal. Donc ça peut se négocier dans les devis. Voilà. Au niveau de la négociation, j'ai des idées qui me reviennent. Ce que vous pouvez faire, par exemple, quand vous avez des artisans, même si vous partagez une partie de la commission ou alors si vous ne redonnez pas une partie de la commission, vous pouvez négocier au niveau des matériaux quelque chose d'un peu plus intéressant. Je vais donner un exemple. Mettons que le carrelage il coûte 30 € du mètre carré. Eh bien, vous lui dites, OK, vous me mettez celui-là, il est à 33 € du mètre carré. Puisqu'au lieu d'avoir ça en rabais par rapport à votre commission, c'est-à-dire vous ne me redonnez pas une partie de votre commission, essayez de me mettre un carrelage qui est un peu plus cher, un peu plus riche. Bien sûr. Ça, vous pouvez le faire, vous pouvez l'obtenir. Le gars, s'il n'est pas idiot, s'il est suffisamment commerçant, il le fera. Donc, ça, c'est une chose que vous pouvez faire. Et d'une manière générale, et ça, c'est un principe de négociation, c'est plus facile de négocier quelque chose à partir du moment où l'artisan, enfin le vendeur, on va dire, d'une manière générale, d'une manière plus globale, ne sort rien de sa poche. Donc là, je dis le vendeur, c'est vrai qu'un artisan, s'il achète le matériel, il vous le revend, ou il est vendeur, il vous vend quelque chose, il vend sa prestation. Si ça ne lui coûte rien, s'il n'a pas d'argent à sortir de sa poche, c'est plus facile d'obtenir quelque chose. Et ça sera beaucoup plus difficile si ça doit lui coûter, s'il doit sortir de l'argent de sa poche. Ça, c'est un principe de négociation qui est fondamental. C'est plus facile de négocier un cadeau qui ne lui coûte rien, même s'il lui coûtera toujours quelque chose en réalité. Je suis en train de penser justement, parce que moi c'est pas trop mon cas, parce que moi je la facture. Je suis en train de penser à la dépose justement, qui va être négociable. Ouais. La dépose des anciennes baignoires, d'anciens WC, ou dépose des anciens tuyaux en plomb que vous pourriez avoir, par exemple, ce qui peut être quelque chose qui peut être faisable. Tout ça, ça peut se négocier. Parce que normalement c'est facturé. Moi je sais que la dépose de la tapisserie par exemple, ou d'un ancien carrelage, tout ça, moi je facture personnellement. Donc,
Parce que c'est Normalement, c'est du job. Hein. du job. Ouais, Mais ça peut être négociable. ouais. Tout ça peut être négociable. C'est-à-dire que la personne ne va pas... normalement, la dépose d'une salle de bain entière, ça reste beaucoup de gravats, il y a beaucoup de choses. Et Le déménagement des gravats, ouais, c'est que ça coûte cher. Enfin, ça coûte cher. C'est un coût en main-d'œuvre. Bien sûr. Donc après, ça peut se négocier. Ok. On a fait le tour. Tu as des choses à rajouter, des conseils, des pièges à éviter, une dernière recommandation? Dernière recommandation, n'hésitez pas à faire valoir votre devis de départ. Ça, Ouais. j'insiste sur ce point-là, mais c'est vraiment le... Ouais, c'est-à-dire pour que ça soit vraiment le guide des travaux. Quoi. Tout à fait. On a prévu ça, c'est écrit, donc où est-ce que c'est quoi. Hmm. Voilà, Franck, je pense qu'on a fait le tour. Donc, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, nous sommes dans la région de Marseille. Franck habite dans la région de Marseille. Si vous avez besoin d'un bon peintre, eh ben, faites appel à ses services. Je vous mets les coordonnées juste en dessous. Eh bien, appelez-le, il vous conseillera, il vous fera du bon boulot et vous serez content. Voilà, donc comme d'habitude, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo et encore une fois, merci à toi Franck et grand plaisir. Et à très bientôt. Plaisir. Au revoir. Au revoir. Merci à vous d'avoir suivi cette vidéo. S'il vous plaît, cliquez sur le bouton j'aime et surtout, n'oubliez pas de laisser votre commentaire. C'était Olivier Seban, l'expert immobilier. Si vous n'y êtes pas déjà, je vous donne rendez-vous sur mon site www.olivierseban.com pour une nouvelle vidéo sur vous, votre argent et l'immobilier. À très bientôt.